Vous faites bien de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent africain. Au Mali, l'ex-ministre de la Défense Barda a été désigné lundi président de transition par un comité mis en place par la junte au pouvoir depuis le putsch du 18 août. Ancien colonel-major de l'armée aujourd'hui à la retraite, il va officier comme chef de l'État pendant plusieurs mois avant un retour des civils au pouvoir. Le colonel Assimi Goïta va assurer la vice-présidence. Le chef du Comité national pour le salut du peuple va s'occuper de la défense, de la sécurité et de la refondation de l'État. Le colonel Assimi Goïta est par ailleurs appelé à remplacer le président de transition en cas d'incapacité de ce dernier. Ces annonces interviennent après plusieurs semaines de querelles entre Maliens sur la nature civile ou militaire de la transition et de pression de la part de la communauté des États ouest-africains qui avait donné jusqu'à ce mardi 22 septembre à la junte malienne pour annoncer un président et un premier ministre civil. Le président de la transition doit à la fin de son mandat de 18 mois organiser une élection présidentielle. Celui écouté du président Ibrahim Boubacar Keïta devait s'achever en 2023. Autre dossier qui devrait préoccuper le nouveau président de la transition, c'est l'accord de paix d'Alger. À 70 ans, Barda avait été en 2014 éphémère ministre de la Défense sous Ibrahim Boubacar Keïta lors du premier mandat de ce dernier. Jusqu'à sa nomination, il était encore directeur de l'Office national des anciens combattants, militaires retraités et victimes de guerre. Il a été garde du corps de l'ancien président de la République, Moussa Traoré, décédé la semaine dernière. Barda a également été chef d'état-major de l'armée de l'air, chef d'état-major adjoint de la garde nationale. Il a suivi plusieurs stages de formation en Russie dans les années 70 en tant que pilote d'hélicoptère. Présidentielle en Guinée, lancée le samedi dernier sur toute l'étendue du territoire national en prélude au scrutin du 18 octobre prochain, les opérations de distribution des cartes d'électeurs se poursuivent. Dans les quartiers de Conakry, les citoyens rallient les lieux de distribution pour retirer le précieux sésame. Il s'agit de la dernière étape avant le scrutin, de sources concordantes en 2 jours. 44% des cartes d'électeurs ont été retirées par les propriétaires. Les citoyens ont hâte de récupérer le précieux sésame qui leur permettra de désigner le futur président parmi les 12 candidats en lice, dont le président sortant Alpha Condé qui brigue un 3e mandat. Ces opérations de distribution des cartes se poursuivront jusqu'au jour du scrutin présidentiel. Dans le pays, la campagne électorale a démarré timidement dans un contexte particulier en raison de l'épidémie de Covid-19. Avant le coup d'envoi de cette campagne, le président Alpha Condé a reconduit d'1 mois l'état d'urgence sanitaire instauré en mars pour endiguer la propagation de la maladie. Direction Centrafrique, l'enrôlement du chef de guerre Ali Daras à la tête de l'UPC, issu de l'ex-Séléka sur les listes électorales, enflamme la scène politique. Ce dernier, accusé par l'ONU d'avoir violé plusieurs fois l'accord de paix, n'est pas considéré comme centrafricain. Le chef de guerre, soupçonné de nombreuses exactions, ne parle pas sango, la langue principale en Centrafrique. Il est issu de l'ethnie Houda des peuples Mbororo entre le Niger et le Tchad. De ce fait, les interrogations fusent sur comment il a pu s'enrôler sur les listes électorales. La présidence a pris ses distances avec cet enrôlement polémique. Son porte-parole affirme qu'il ne s'agit pas d'un accord avec le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, en échange d'un éventuel soutien d'Ali Daras pour l'élection. Du côté de l'opposition, on déclare simplement que l'inscription du chef de l'UPC sur les listes électorales est inadmissible et sera d'ailleurs contestée au niveau judiciaire. L'Éthiopie a entamé des poursuites contre plusieurs leaders de l'opposition, notamment pour terrorisme et incitation à la violence. Des accusations liées aux violences qui ont éclaté après le meurtre fin juin de Hachalu Hundessa, un chanteur populaire oromo, connu pour donner une voix à cette communauté. Dans les jours qui ont suivi, entre 178 et 239 personnes avaient trouvé la mort au cours de violences interethniques ou des forces de l'ordre. Parmi les leaders poursuivis, il y a les membres du parti Congrès fédéral Oromo. Ils font partie des quelques 9000 personnes prises dans les violences et les arrestations de masse. Au total, le bureau du procureur général a annoncé des poursuites contre 24 personnes. Parmi les autres suspects figurent plusieurs figures critiques du premier ministre Abiy Ahmed, vivant à l'étranger.
Les nationalistes Oromo considèrent que le Premier ministre n'a pas assez fait pour répondre à la marginalisation politique et économique dont ils estiment souffrir. De l'avis des experts, ces poursuites judiciaires risquent d'alimenter les violences à Addis Abeba et en Oromia, la région la plus peuplée du pays où se trouve la capitale de l'Éthiopie. En Mauritanie, les habitants de la capitale Nouakchott se sont retrouvés les pieds dans l'eau, incapables de se déplacer d'un quartier à l'autre en voiture. Au lendemain des pluies diluviennes d'une rare abondance, bien que des pompes aient été activées toute la nuit, toutes les rues n'ont pas pu être vidées, le niveau de l'eau ayant atteint à 1 mètre près celui de la mer. Cette année, la saison des pluies est particulièrement difficile pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Après le Niger, le Sénégal et le Burkina Faso, c'est à la Mauritanie d'accuser une pluviométrie supérieure à la moyenne. Le 10 septembre, le président Mohamed Ould El Ghazouani s'est rendu à Bassiknou et Abdel Begrou, 2 villes de l'extrême sud-est qui ont été isolées par les eaux du reste du pays. Avant de refermer cette édition, un détour en Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma est de nouveau attendu devant les tribunaux dans la période allant du 16 au 21 novembre prochain. Cette fois-ci, les juges ne lui laissent pas le choix puisque les dates retenues sont non négociables. Le chef d'État, qui se plaignant de problèmes de santé, s'était déjà absenté à plusieurs audiences. Il est donc attendu devant la commission qui enquête sur les nombreux scandales de corruption qui émaillent ces 2 mandats entre 2009 et 2018. Jacob Zuma doit être entendu par les juges afin que son décret d'implication dans les différentes affaires soit précisé. À noter que son passage à la tête de l'Afrique du Sud a été entaché de plusieurs scandales financiers, de toutes sortes qu'il a dû être contraint à la démission en 2018, avant même la fin de son second mandat. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. L'information est en continu sur DBS.